Bonjour, je suis Zephram, Yann Leroux de mon vrai nom, et j'interviens sur le forum Futura Science sous le pseudonyme de Zephram Cochrane. Aussi, j'apprécierais que vous m'appeliez Zephram dans vos commentaires si vous en avez. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la cinématique relativiste, c'est-à-dire l'étude du mouvement en relativité restreinte. En relativité restreinte, comme en mécanique newtonienne, la description de la cinématique se fait par l'intermédiaire d'une réalité supposée où seuls les observateurs stationnaires par rapport à un environnement le perçoivent tel qu'il est supposé l'être réellement, tandis que les observateurs en mouvement par rapport à ce même environnement en auront une perception déformée par deux phénomènes, l'effet Doppler et l'aberration de la lumière. Si cette démarche est compréhensible en mécanique newtonienne, elle se justifie moins en relativité restreinte, puisqu'en mécanique newtonienne, l'effet Doppler et l'aberration de la lumière sont considérés comme des illusions d'optique, tandis qu'en relativité restreinte, c'est par la lumière qu'un observateur perçoit son environnement et que la vitesse de la lumière y joue un rôle fondamental, par exemple dans le principe de causalité. Fondamentalement, cette présentation consensuelle est justifiée et validée par plus d'un siècle d'expérimentation et d'application. Par contre, ma présentation permettra de visualiser comment la relativité restreinte s'articule et vous saurez ce que voit un observateur et pourquoi il le voit. C'est mon objectif. Avant toute chose, laissez-moi vous présenter les deux postulats de la relativité restreinte, à savoir le premier postulat, l'équivalence physique des référentiels inertiels, et le second postulat, c'est-à-dire l'isotropie de la vitesse de la lumière dans les référentiels inertiels. Dans cette vidéo, je vais vous faire un petit rappel de ce qui est largement connu en relativité restreinte, et ce rappel prendra la forme d'un exercice où, dans le cadre d'une translation rectiligne uniforme, je vous ferai une présentation du phénomène de l'effet Doppler. L'exemple est le suivant. On va prendre deux observateurs, vert et bleu, symbolisés par des ronds de couleur. A, t égale t' égale 0 secondes. Vert s'éloigne de bleu à une certaine vitesse, et lorsqu'il atteint le mur, son horloge indique 18 secondes. Comme pendant la phase d'éloignement, vert verra bleu vieillir 3 fois moins vite que lui. Lorsqu'il atteindra le mur, il verra l'horloge de bleu afficher 6 secondes. Après avoir rebondi sur le mur, durant la phase d'approche, vert verra pendant 18 secondes bleu vieillir 3 fois plus vite que lui, à savoir de 54 secondes. Donc pendant une durée de 18 plus 18 égale 36 secondes, vert verra bleu vieillir de 6 plus 54 égale 60 secondes. Passons maintenant au point de vue de bleu. Lorsque bleu voit vert atteindre le mur, il voit son horloge afficher 18 secondes. Et lorsque bleu a vu vert vieillir, et comme bleu a vu vert vieillir 3 fois moins vite que lui, cela veut dire qu'à cet instant, l'horloge de bleu indiquait 54 secondes. Au retour, bleu voit vert vieillir de 18 secondes, et il le voit vieillir 3 fois plus vite que lui. Cela veut dire qu'en une durée de 54 plus 6 égale 60 secondes, bleu aura vu vert vieillir de 18 plus 18 égale 36 secondes. En conséquence, les points de vue de bleu et vert s'accordent pour dire que pendant le trajet aller et retour entre bleu et le mur, vert aura vieilli de 36 secondes et bleu de 60 secondes. Nous venons donc de résoudre le fameux paradoxe des jumeaux de Langevin grâce à l'effet Doppler, puisque l'effet Doppler mesure la vitesse de l'écoulement du temps d'une cible observée par rapport à celui de l'observateur. On peut déjà en déduire le facteur de Lorentz associé à la vitesse v en divisant les 60 secondes de bleu par les 36 secondes de vert et trouver 5 tiers. Là-dessus, comme la vitesse de vert est la même à l'aller comme au retour et que la durée du trajet aller-retour est de 60 secondes du point de vue de bleu, on peut penser que vert a mis 30 secondes pour aller de bleu au mur, puis 30 secondes pour aller du mur à bleu. Comme le référentiel de bleu est un référentiel inertiel, on peut synchroniser les horloges de ce référentiel. Autrement dit, lorsque vert atteint le mur, une horloge du mur synchronisée avec celle de bleu indiquerait 30 secondes. Comme à cet instant, vert voit l'horloge de bleu afficher 6 secondes, il en déduit que la distance qui sépare bleu du mur est de 24 secondes lumière. Il a donc parcouru 24 secondes lumière en 30 secondes, et il en déduit que sa vitesse v est de 0,8c. Par conséquent, selon son point de vue, vert aura parcouru les 24 secondes lumière du référentiel de bleu en une durée propre de 18 secondes. Cela veut dire qu'il a vu
défiler les 24 secondes lumière en une durée propre de 18 secondes, soit une vitesse de défilement qu'on appelle célérité ou vitesse propre de 4c/3. D'après le premier postulat de la relativité restreinte, ce qui est valable pour vert est aussi valable pour bleu. Donc, si vert traîne derrière lui un ruban de 80 SL en 54 secondes, bleu aura vu défiler 72 secondes lumière de ruban, et lorsque vert le croisera de nouveau, lorsque l'horloge de bleu indiquera 60 secondes, celle de vert 36 secondes, tous deux verront 72 secondes lumière de ruban entre bleu et le mur, et 8 secondes lumière de ruban entre le mur et vert, soit un total de 80 secondes lumière. 80 secondes lumière que je divise par 2 fois 24 égale 48 secondes lumière, cela me donne un coefficient de 5 tiers, c'est-à-dire le facteur de Lorentz. À ce stade, nous pourrions penser que du fait que vert ait changé de référentiel inertiel lorsqu'il a rebondi contre le mur, il s'est écoulé moins de temps pour lui que pour bleu. 36 secondes contre 60 secondes. C'est le concept de dilatation du temps. Et que les distances du référentiel de vert sont contractées par rapport à celles de bleu. 80 secondes lumière contre 48 secondes lumière. Et que cette dilatation du temps et cette contraction des longueurs est déterminée par la vitesse de vert dans le référentiel de bleu. D'où l'idée d'un référentiel inertiel discret car non décelable, où le temps s'écoulerait de manière maximale et où les longueurs seraient maximales elles aussi. Nous allons donc voir de suite que c'est faux. Rappelons que, selon le premier postulat de la relativité restreinte, ce qui est valable pour vert est aussi valable pour bleu. Si on imagine un observateur orange situé à l'extrémité du ruban traîné par vert, AT' égale T égale 0 secondes, lorsque vert et bleu se croisaient pour la première fois, ils voyaient l'horloge d'orange afficher moins 80 secondes. Puisque le référentiel de vert étant inertiel, on peut aussi synchroniser les horloges du ruban. Pendant 60 secondes, bleu a vu orange vieillir 3 fois plus vite que lui. Et lorsqu'il croise orange, son horloge affiche 100 secondes. Si on divise 100 secondes d'orange par les 60 secondes de bleu, on retrouve bien 5 tiers le facteur de Lorentz. Est-ce que c'est cohérent? Bah oui. Donc, lorsque l'horloge de bleu indique 60 secondes, celle de vert 36 secondes et celle d'orange 100 secondes, tous voient l'horloge du mur afficher 36 secondes. Lorsque vert avait atteint le mur, son horloge affichait 18 secondes et celle du mur 30 secondes. Donc, si je multiplie 6 secondes par le facteur de Lorentz 5 tiers, je vais trouver 10 secondes. Donc, si bleu, vert et orange voient un observateur rouge du ruban rebondir contre le mur, ils vont voir son horloge afficher 18 plus 10 égale 28 secondes. Or, du point de vue d'orange, rouge est à une distance de 72 secondes lumière et 100 moins 72 égale 28. Et du point de vue de vert, rouge est à une distance de 8 secondes lumière et 36 moins 8 égale 28. Ce qu'il fallait démontrer. Pourquoi est-ce ce qu'il fallait démontrer? Parce qu'il n'y a pas de raison objective pour expliquer ce qu'indiquent les horloges de bleu, vert et orange lorsqu'ils se croisent. Du reste, si on regarde ce qu'il se passe lorsque orange aura effectué son rebond contre le mur et sera de nouveau au niveau de bleu, nous constatons que l'horloge de bleu indique 120 secondes et celle d'orange 136 secondes, et tous deux voient l'horloge de vert afficher 56 secondes. Bleu, parce qu'il aura vu vert vieillir 3 fois moins vite que lui, pendant 60 secondes, et orange, parce qu'il se trouve à une distance de 80 secondes de lumière de vert. Le fait de changer de référentiel n'a pas désynchronisé les horloges du ruban, il n'y a donc pas eu de dilatation physique du temps. S'oppose alors la question de reconnaître face à un phénomène ce qui relève de la réalité et de ce qui relève de l'illusion. Si on se restreint à la relativité restreinte, il nous faut nous pencher sur deux concepts philosophiques que sont l'opérationnisme et le critère d'objectivité. Qu'est-ce que l'opérationnisme? L'opérationnisme est un concept élaboré par un physicien qui s'appelle Percy William Bridgman, et il consiste à définir les concepts de telle manière à être établis et éprouvés par des observateurs indépendants. D'où la notion de concept opérationnel
c'est-à-dire un concept formellement défini de telle manière à ce qu'il puisse être établi et éprouvé expérimentalement, de manière directe ou indirecte. Mais le fait de mesurer de manière concluante un phénomène ne nous garantit pas que ce phénomène puisse correspondre à quelque chose qui a une réalité physique. D'où la nécessité d'introduire le critère d'objectivité, c'est-à-dire un concept opérationnel dont la mesure est indépendante des observateurs. Pour illustrer ces deux notions, on va prendre l'exemple des longueurs. Imaginons que deux observateurs, bleu et orange. Bleu est celui qui va procéder aux mesures. Bleu veut déterminer la distance qui le sépare d'orange, et pour cela, il a trois possibilités. D'un point de vue opérationnel, il a donc trois manières de mesurer une distance possible, ce qui veut dire que potentiellement il va pouvoir mesurer d'un point de vue opérationnel trois distances de type différentes. Première méthode, la distance propre. Pour cela, bleu va étendre un ruban mètre entre lui et orange, et il va lire la graduation indiquée sur le ruban mètre. Il s'agit donc là ici d'une manière directe de procéder à la mesure. Seconde méthode, la distance apparente. Bleu dispose d'une règle aux extrémités de laquelle se trouvent des alidades et au centre de laquelle se trouve une mire orthogonale à la règle qu'il va pointer vers orange. Ensuite, il se place aux extrémités de la règle et grâce aux alidades, il va mesurer l'angle que fait orange avec la perpendiculaire par rapport à la règle. Et par trigonométrie, connaissant la demi-longueur de la règle et l'angle mesuré, il va pouvoir déterminer la distance apparente. Cette méthode s'appelle en astronomie la méthode des parallaxes. Il s'agit là aussi d'une mesure directe de distance. Troisième méthode, la distance radar. Bleu va envoyer donc une onde radar qui va se réfléchir sur orange, et ce qu'il va mesurer de manière effective, c'est la durée aller-retour de l'onde radar. Et considérant que la vitesse de la lumière est constante entre lui et orange, en multipliant la moitié de la durée aller-retour par la vitesse de la lumière, il va en déduire donc une distance qui s'appelle la distance radar. Là, il s'agit là d'une mesure indirecte de ce qu'il interprète comme une distance. Voilà. Et quand nous aborderons la relativité générale, les référentiels accélérés, nous verrons que seule la longueur propre potentiellement correspond à une réalité physique parce que la mesure est conforme aux critères d'objectivité. Passons maintenant aux durées. Si vous vous rappelez l'exemple qu'on avait pris avec l'effet Doppler, pour l'effet Doppler, on a initialement vert et bleu qui se croisent et leurs horloges indiquent 0 secondes. Puis vert s'éloigne de bleu à une vitesse de 80% de la vitesse de la lumière en direction d'un mur, et lorsqu'il atteint le mur, son horloge indique 18 secondes. Et si le mur dispose d'une horloge qui est synchronisée avec celle de bleu, alors cette horloge indique 30 secondes. Donc, vert va mesurer la durée propre, c'est-à-dire la durée effective vécue par lui, et
cette mesure se fait par l'intermédiaire d'une seule horloge, la sienne. Par contre, la durée coordonnée qui correspond à une durée chronologique, puisque les horloges de bleu et du mur sont censées mesurer le temps qui s'écoule dans le référentiel de bleu. Donc là, cette mesure de durée coordonnée se fait par l'intermédiaire de deux horloges différentes, celle de bleu et celle du mur. Donc, d'un point de vue opérationnel, ce ne sont potentiellement pas les mêmes durées. Et nous verrons dans la prochaine vidéo que, là encore, seule la durée propre potentiellement correspond à une réalité physique parce que la mesure de la durée propre est conforme aux critères d'objectivité. Dans cette présentation de l'effet Doppler, je suis resté plutôt classique puisque j'ai à peine mentionné l'importance de l'aberration de la lumière. Pourtant, l'aberration de la lumière et l'effet Doppler sont deux phénomènes indissociables. Si effet Doppler il y a, systématiquement, il y a également aberration de la lumière. D'ailleurs, si vous vous rappelez la dernière diapositive, lorsque vert, bleu et orange se croisent, orange se voit à 72 secondes lumière du mur, et il voit les 24 secondes lumière entre bleu et le mur être dilatées d'un facteur 3. De son côté, vert se voit à 8 secondes lumière du mur, et il voit les 24 secondes lumière de voie entre bleu et le mur être contractées d'un facteur 3. 3 étant le coefficient Doppler. Donc, dans la prochaine vidéo, nous resterons dans le cadre de la translation rectiligne uniforme et nous insisterons donc sur le rôle capital joué par l'aberration relativiste de la lumière dans le cadre de la cinématique relativiste. Aussi, j'espère sincèrement que cette présentation et ce petit rappel de la cinématique relativiste vous a été limpide et utile, et j'espère sincèrement vous revoir dans les prochaines vidéos. Bonne journée à vous!